Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Smart Job, émission en direct, vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la charge mentale. On en a beaucoup parlé de cette charge mentale. Comment la gérer, comment s'en prémunir. On en parle avec l'auteur d'un livre, que dis-je, de 2 livres sur ce sujet. Smart et réglo, l'arrêt maladie immédiat en cas de Covid. Comment ça marche? Bah oui, c'est une question qui a été évoquée par Jean Castex lors de sa conférence de presse. Comment ça marche? On en parle dans quelques instants avec un avocat. On fera une pause café avec Fanny Griesmer. C'était comment la vie de bureau avant l'informatique, avant les smartphones, avant les réseaux sociaux? On va essayer de se projeter. Non, plutôt l'inverse, ça va faire un grand pas en arrière au temps de la préhistoire, au temps que vous n'avez peut-être pas connu. On en parle avec Fanny pendant la pause café. Le cercle RH, ce qui est notre débat quotidien, la parité homme-femme dans les conseils d'administration. Il y a une loi qui a été votée en 2011. On aura la députée qui a fait voter cette loi avec nous. Est-ce que des avancées ont eu lieu? Peut-être, mais le verre est à moitié vide encore. On fera le point avec nos experts. Et puis fenêtre sur l'emploi. Une nouvelle campagne des métiers de la mode et du luxe. Oui, ce sont des métiers en tension qui recrutent. On en parlera à la fin de notre émission. Et tout de suite, mais c'est bien dans son job évidemment. Bien dans son job. Pour être bien dans son job, il faut avoir l'esprit libéré. C'est pas toujours facile et ça s'appelle la charge mentale. C'est une sorte de pression comme ça sur les épaules, notamment des femmes, puisqu'on a beaucoup parlé de cette charge mentale sur les épaules des femmes qui sont des salariés, des épouses et des mères. Laurence Bourgeois, merci d'être avec nous. Vous êtes consultante RH, coach et auteur de 2 livres. J'en ai présenté un parce qu'il y a le premier, Se libérer de la charge mentale aux éditions Erol. Ça, c'était votre premier livre. Puis vous avez apporté votre second livre. On va le voir toujours aux éditions Erol. C'est chez First. C'est chez First. Voilà, s'organiser au travail et alléger sa charge mentale, donc spécifiquement sur la sphère professionnelle. Voilà, on voit ce livre chez First. Alors, c'est un peu des collections pour les nuls. C'est une manière un peu pédagogique de prendre par la main des femmes qui sont cadres ou qui sont salariées. D'abord, la charge mentale, c'est un poids psychologique. Ça, c'est la définition Larousse. Un poids psychologique que fait peser plus particulièrement sur les femmes la gestion de tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Quand on écrit un livre, c'est pas anodin. Non. Quand vous l'écrivez, vous, c'est peut-être que vous l'avez vécu, cette charge mentale, vous l'avez subie. Tout à fait, je suis moi-même, je crois, une Rosita à ma façon, mais je vous avoue que depuis que j'ai écrit le livre, quand même, je m'applique quelques trucs et astuces. C'est votre personnage, Rosita, C'est l'héroïne du livre, que l'on suit pendant toute une semaine, de lundi à vendredi. Et puis le samedi, tranquillement, Rosita, elle est sur son canapé et elle arrive quand même à se poser des bonnes questions qui lui permettent de se remettre dans la bonne direction. Ah oui, Rosita, elle a réussi à se poser sur le canapé. Elle n'est pas épuisée après une semaine terrible? Non, justement, c'est le sens du livre. C'est le sens du livre. Voilà, quelques recettes. À travers ce personnage de Rosita, à travers lequel des femmes vont pouvoir se retrouver, ce sont des gestes au millimètre. Il faut emmener les enfants à l'école, il faut les habiller, il faut préparer la vaisselle, il faut faire le linge, la lessive. Ça pose évidemment en contrepoint la place de l'homme dans tout ça. On est toujours dans une société comme ça un peu archaïque ou est-ce qu'on a un peu évolué quand même ? Alors volontairement, moi, je me refuse à faire la caricature et le distinguo homme-femme au niveau de la charge mentale parce qu'aujourd'hui, il existe des familles monoparentales où l'homme porte aussi beaucoup de choses sur ses épaules. Force est de constater que dans les inconscients collectifs, c'est effectivement, et dans la réalité bien souvent aussi des faits, c'est bien souvent la femme qui s'occupe à la fois du domestique. Vous l'avez évoqué à travers la définition du Larousse, où la charge mentale est rentrée d'ailleurs très récemment, c'est pas un hasard. C'est très récent. Cette année, donc en mai 2020. Ça n'existait pas avant ce mot. Alors ce mot n'existait pas en tant que tel. Il est né dans les années 80. Il a été remis au goût du jour à l'été 2017 à travers une bande dessinée fort connue, il fallait demander, dessinatrice Emma. Et puis aujourd'hui, le concept revient en force. Et je crois que c'est pas un hasard. Alors la charge mentale, je dirais, c'est la vision douce de la charge de travail que mènent les femmes. On l'a vu pendant le Covid, on a vu des sondages, des études qui ont montré que, en plus de leur travail à la maison, elles devaient aussi gérer l'activité domestique. Ça, c'est la version douce. Puis quand on monte d'un cran, ça va jusqu'au quoi? Jusqu'au burn-out, jusqu'à l'effondrement physique? Ça peut aller effectivement jusqu'au burn-out. La charge mentale, comme le stress, est un phénomène insidieux, chronique, qui s'installe dans la durée. Et je crois qu'il faut effectivement être capable de reconnaître les signes avant-coureurs pour agir tant qu'il en est encore temps. Alors vous êtes coach, c'est-à-dire que vous accompagnez des clients, des femmes probablement.
quels sont les conseils de base d'abord que l'on peut donner à ces femmes? Parce que dans la réalité des faits, ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent se disent mais non, en même temps il faut bien faire la lessive, en même temps il faut bien ranger de la vaisselle et en même temps je dois bien emmener mes enfants à l'école. Comment on fait? Bien sûr. Alors plus que des trucs et astuces, j'aurais envie de vous dire qu'il y a quelques grands principes qu'on peut appliquer. Le premier, c'est se questionner. Ça paraît bizarre, mais se questionner sur la logique de sens, du pourquoi. Avant de parler du comment et du quand je vais faire les choses, c'est pourquoi est-ce que je suis en train de laver les biberons? Pourquoi est-ce que je cours à la boulangerie alors qu'il y a encore de la brioche dans le placard? Vous voyez? Donc c'est se questionner sur cette logique de sens. Savoir aussi parfois, deuxième point, je pense qui est très important, poser des limites. Poser des limites à soi-même et à son entourage pour se préserver. Pour s'affirmer également. S'imposer donc un petit peu. Voilà, s'affirmer, poser la ligne blanche à un moment donné pour préserver son besoin propre. Mais là, vous soulevez un élément très psy dans ce que vous décrivez. Dans le principe, c'est l'idée que je vais aller courir à la boulangerie pour que mes enfants aient du pain frais, alors qu'en fait, ils pourraient aussi manger de la brioche. Ça veut dire que la femme s'enferme comme ça dans un rôle de femme parfaite, de modèle. Il faut être toujours parfait, toujours... C'est ça le danger? Oui, il n'y a pas de réponse qui s'applique à tout le monde. Tout dépend des drivers qui nous ont aussi construits. Effectivement, vous le dites très justement dans notre enfance. Celui qui a entendu à chaque fois le soi parfait, le fait des efforts, le soi fort, aura tendance inconsciemment à reproduire ces phénomènes et à construire sa vie de cette façon et ses comportements et à gérer ses émotions de cette façon-là. Donc il y a déjà à se questionner sur des principes. Oui, sur des grands principes. Mais ça veut dire qu'on est obligé à l'intérieur de soi, et probablement en étant accompagné, de se remettre un peu en question, de se dire, bah là, il faut que je lâche prise. Et à un moment donné, il faut lâcher prise, Bien non? sûr. Eh bien, c'était un des principes dont je voulais vous parler, effectivement. Vous tombez pile, c'est se lâcher prise. Ouais, Je crois qu'à un moment donné, on sent quand la coupe est pleine. Et plutôt que d'arriver à la notion dont vous parliez tout à l'heure, le burn-out, l'extrême, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir identifier ce qui relève de notre zone d'impact, et au contraire, ce sur quoi nous n'avons aucune emprise et choses sur lesquelles ça ne sert à rien de s'acharner, puisqu'on court après un idéal qui n'existait pas et au final, on s'épuise. C'est intéressant. Encore une fois, c'est très psy ce que vous dites. Ouais. On court comme ça après l'idéal, après un rêve, mais plus on court après, plus on s'épuise. On ne le rattrape jamais, ce rêve. Il y a des femmes qui se posent, qui, une fois qu'elles ont fait ce chemin, parce que c'est un chemin qu'il faut faire, faut faire le chemin dans l'autre sens, comme on dit, elles se disent, bah, ma vie est meilleure, là, je m'y retrouve, ou je me retrouve d'ailleurs. En tout cas, je pense que ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de tester, et ensuite de voir comment effectivement on se positionne par rapport à ça, par rapport à cette réflexion, par rapport au lâcher-prise, par rapport à la limite. On a une émission globale aujourd'hui dans Smart Job, assez cohérente d'ailleurs, parce que le débat dans quelques instants, vous le suivrez, j'en suis sûr, en coulisses, c'est la place des femmes dans les conseils d'administration, dans les COMEX et à la tête des grandes entreprises. Et on voit que malgré des lois, les femmes ont le plafond de verre. Ça, c'est des éléments qui font qu'il y a ce plafond de verre. Elles se disent, je ne peux pas devenir patronne parce que j'ai quand même mes 3 enfants, parce que c'est ça qui bloque, entre autres. Ça peut effectivement bloquer, et je reviens sur ces sujets de fond sur lesquels les femmes, aujourd'hui plus particulièrement, doivent travailler, c'est-à-dire ne pas s'enfermer non plus dans des outils, mais essayer de réfléchir un peu plus global à qu'est-ce qui va faire du sens aujourd'hui dans ma vie, moi en tant que femme. Où est-ce que je vais m'épanouir? Où est-ce que je vais être en phase avec mes valeurs et avec mes besoins? Mais sans exagérer et caricaturer, est-ce que soudain, quand une femme se remet en question, elle n'est pas en train de bouleverser l'espèce d'architecture familiale qui s'est créée pendant 20 ans, et son mari doit commencer à se demander ce qui se passe? Son mari, son entourage, ses enfants, ses collègues, tout vacille. C'est-à-dire que tout vacille, donc c'est dangereux, c'est une période dangereuse là. Ça peut, c'est-à-dire que la perception des autres sur un fonctionnement que vous avez toujours adopté va changer. Tiens, elle n'est pas bien, elle a changé, c'est bizarre. Exactement. Ouais. Donc il faut vérifier aussi tout au cours du chemin dont vous parlez, l'écologie, c'est-à-dire sa propre écologie, c'est-à-dire son bien-être, mais aussi parfois ceux qui gravitent autour. Et parfois, c'est un bienfait si ça vacille un peu fort. Hein. Et parfois, avant de nous quitter, il y a quand même un moment comme ça, un peu cette ligne de crête, là où on ne sait pas trop de quel côté ça va pencher. Il faut se battre, il faut s'accrocher, parce qu'il y a des moments où on revient en arrière, on fait un pas en arrière, on se dit après tout... Oui, complètement, oui. Donc il faut vraiment y aller, quoi. Il ne faut pas lâcher. Il faut y aller, il ne faut pas lâcher, il faut tester, et au moins, ne pas regretter de l'avoir fait, comme on dit.
Je voudrais présenter ces deux livres, vos livres, qui sont, vous l'avez évoqué, le fruit de votre expérience, Laurence Bourgeois, s'organiser au travail et alléger sa charge mentale. Ça, c'est le dernier chez First. Oui. Et puis pour ceux qui auraient envie de découvrir Rosita, puisque c'est ce personnage dont vous parlez, pourquoi Rosita? D'ailleurs, c'est un personnage créé de toutes pièces. Non, c'est l'héroïne d'un dessin animé qui est paru, qui a été au cinéma il y a quelques années maintenant. Exact. C'était un petit cochon, Rosita, une petite cochon en l'occurrence, et qui élevait seule ses 25 petits cochons. Donc elle épluchait 24 kilos de patates, c'est ça. À la minute. Et qui ne s'en sortait pas forcément, parce que Rosita... ne s'en sortait pas. Bon, et on peut s'en sortir, parce qu'il y a quand même des clés, des recettes, des principes que vous développez dans le livre. On peut sortir la tête de l'eau. Merci Laurence Bourgeois d'être venue nous rendre visite avec vos deux livres pour parler de cette charge mentale. La suite, eh bien, vous la connaissez, c'est Smart et Réglo. On fait du droit. Bah oui, le droit c'est important, c'est ce qui régit notre société. C'est tout de suite. L'arrêt maladie immédiat en cas de Covid. Ouais, c'est un problème de droit et un principe de droit qui a été évoqué par le Premier ministre Jean Castex, qui a dit qu'il n'y aurait aucun souci lorsqu'un salarié serait atteint du Covid, eh bien, il y aurait un arrêt maladie immédiat. On est avec un avocat parce que c'est intéressant de creuser un peu ces sujets qui d'apparence paraissent simples et évidents. Ben, ils ne le sont pas aussi évident que cela. Nicolas Mancret, vous êtes avocat associé au pôle social du cabinet Jantet. Merci d'être avec nous. Merci, vous êtes déjà venu. Vous êtes un des habitués de cette rubrique Smart et Réglo. Aussi simple que ça, l'arrêt maladie immédiat en cas de Covid? Bonjour Arnaud. Alors aussi simple, il y a 2 décrets qui sont parus le 8 janvier qui réglementent le système. Il y a plusieurs conditions. La première, il faut soit avoir des symptômes, soit être cas contact. Deuxième condition, il ne faut pas être en situation de pouvoir télétravailler. Si on peut télétravailler, ça ne marche pas. Ça, il n'avait pas dit, Jean Castex. Oui. Troisième condition, il faut évidemment aller s'inscrire sur le site amélie.fr. Pour se déclarer. Pour se déclarer. Quatrième point, l'arrêt de travail sera valable 7 jours. Sans carence, on est bien d'accord. Sans carence. C'est important, on va revenir sur les carences. Donc. Et puis... évidemment, si vous allez mieux parce que le test PCR a montré qu'il n'y a pas de difficulté, vous pouvez retourner travailler. Donc le point le plus important que vous évoquez, c'est que les salariés se disent, moi je suis cas contact, je vais m'arrêter 4 jours. Attention, si on peut télétravailler, que notre fonction est télétravaillable, ça ne s'applique pas. On connecte l'ordinateur, on se connecte et on travaille. On est bien d'accord. C'est tout à fait ça. Juste un petit détail, parce que c'est intéressant d'avoir un avocat qui connaît le droit social sur le débat des carences. Mettons de côté ce débat Covid, puisque là, il n'y a pas de carence. Les carences dans le public et dans le privé ne sont pas les mêmes. Comment ça marche, cette histoire de carence-là? Le principe de la carence, c'est que on dit que ce n'est pas que la collectivité qui va supporter le coût de votre arrêt de travail pour des arrêts un peu bénins liés à une fièvre passagère. Donc les 3 premiers jours, normalement, sont des délais de carence. C'est-à-dire si vous êtes malade moins de 3 jours, vous revenez travailler et l'assurance maladie ne paiera pas pour vous. Donc soit l'employeur acceptera de payer, surtout si vous avez plus d'1 an d'ancienneté, soit le salarié supportera une baisse de salaire. L'employeur n'est pas obligé de payer ces 3 jours, nous sommes d'accord. Tout à fait. Sauf s'il y a des accords collectifs d'entreprise ou de branche qui prévoient l'inverse. Normalement, c'est inscrit, pas dans le contrat de travail, j'imagine, mais dans l'accord collectif qui permet de savoir s'il y a des carences. Dans le public, c'est pas la même chose. Non, dans le public. Il y a eu un vrai débat, vous avez vu, pour aligner les carences du privé et du public. Bien sûr. C'est pas pareil. Ah non, et non, c'est pas pareil. Et non, c'est plus avantageux dans le public ça va devenir plus avantageux ou pas dans le public. En réalité, on voulait aligner le public sur le système du privé. Oui. Demander un effort à la collectivité, à tout le monde, sans distinguer selon que vous travaillez dans le public ou le privé. Un autre mot, parce qu'il y a ces arrêts maladie qui vont avoir un coût pour la Sécu, il n'y a pas de carence, donc là c'est bien la collectivité intégralement qui paiera ces arrêts maladie. Il y a un petit débat qui est en train de monter, c'est la vaccination dans l'entreprise. Ça c'est un débat sur lequel les avocats vont se pencher, parce que vos clients vont vous dire... Attendez, nous, on n'est pas un centre de vaccination, notre salle de cantine ne sert pas à vacciner. Comment ça marche ça? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur cette question-là? Alors, on va travailler rapidement sur cette question. Pour l'instant... c'est l'actualité, là. Bien sûr, la vaccination n'est pas à l'ordre du jour dans les entreprises, mais ça pourrait changer. Ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Puis il y a un deuxième sujet, c'est comme la vaccination n'est pas rendue obligatoire, est-ce que l'employeur pourra dire, moi, vous revenez sur site qu'à la condition que vous soyez vacciné? Ça, c'est une question. C'est une question, je pense qu'elle n'est pas si d'actualité que ça, pour la raison suivante. Le gouvernement a expliqué que l'immunité, même post-vaccin, prendrait 8 mois. Donc, à tout le moins, on peut penser que durant cette période de 8 mois, on va continuer à appliquer dans les entreprises les gestes barrières. La distanciation,
les masques, le lavage de mains, etc. Il y a un butoir, c'est après ce délai de 8 mois, si on respecte la science, l'employeur est en mesure de réclamer cette vaccination. Alors, il a le droit, ça, sur le plan juridique? Alors, je suis pas sûr. Sur le plan juridique, pour l'instant, on n'a pas légiféré dessus, donc la réponse est plutôt non. Il y aurait un point d'accès à la question, c'est l'obligation de prévention et de sécurité. Voilà. Jusqu'où peut-elle aller? Je vous promets que ça donnera lieu à débat d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, avant de nous quitter, Nicolas Moncret, il y a aussi le débat, je dirais, éthique d'un salarié citoyen qui est militant anti-vaccin et qui dira à son employeur « je ne souhaite pas être vacciné ». Auquel cas, le préjudice penche de quel côté là? C'est le salarié qui se retrouve licencié pour faute ou l'employeur a tort? Alors, je pense qu'on ne sera pas sur le terrain de la faute, parce que ça paraît impossible pour les raisons que vous venez d'évoquer. En revanche, il y aura la question des conditions d'accès au travail sans risque de contaminer les autres. Voilà. Donc, vérifier que l'employeur a bien respecté les règles de sécurité. Voilà. Mais l'employeur pourrait dire, moi, tous les collaborateurs sont venus dans l'entreprise, je ne peux pas dédier juste une salle avec la distanciation nécessaire pour ceux qui refusent de se faire vacciner. Peut-être sur ce fondement-là, on envisagera le départ des salariés. Donc, ça fera un départ. Donc, il faudra signer une rupture de contrat d'un salarié dans un cas où celui-ci dit eh bien, je refuse de me faire vacciner. C'est une hypothèse, mais vous me voyez anormalement assez prudent. Oui, c'est flou, là. Parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Donc, ça veut dire que le législateur va devoir se pencher rapidement sur cette question et cadrer l'accès du salarié à l'entreprise, de fait. Bien sûr, ça sera le législateur, ou comme très souvent le juge. Le législateur ne peut pas y aller. Qui fera de la jurisprudence. Et ben voilà. C'est la jurisprudence qui fabriquera finalement le cadre dans lequel vous allez vous épanouir, entre guillemets. Nicolas Moncret, merci d'être venu nous parler de l'arrêt maladie et d'une manière plus large de ces questions de vaccination, parce que c'est des conflits à venir qu'on va suivre évidemment sur ce plateau dans ce match. Merci Nicolas. Merci. Je rappelle que vous êtes avocat associé pôle social du cabinet Jantet. On fait une petite pause café, tiens, bah oui, on va partir. Alors là, vous allez voir, on part à la préhistoire. Bah oui, au temps où il n'y avait pas d'informatique, on avait encore le carnet à spirale. Fanny Griesmer s'est mis dans la peau de celui qui n'a plus accès à Internet. C'est tout de suite. Pause café avec Fanny Griesmer. Alors on se projette, parfois on se projette très loin devant, mais là on va se projeter un tout petit peu en arrière, voire très loin en arrière. Enfin, il n'y a pas si longtemps, Fanny, mais vous êtes partie, vous êtes projetée. J'étais née peut-être. Vous étiez née, écoutez, je ne vais pas vous demander votre âge et votre date de naissance, mais en tout cas vous vous êtes projetée dans l'idée que tout d'un coup tout buguait. Le système bug. C'est une prévision qui pourrait bien avoir lieu. Hein. C'est angoissant. En tout début de semaine dernière, lundi 4 janvier, jour de la reprise pour beaucoup d'entre nous, Slack a montré quelques petits signes de faiblesse vers 16h, une panne. Impossible de se connecter ni d'envoyer des messages. Slack, vous le savez peut-être, c'est cette messagerie instantanée d'entreprise qui permet de converser en direct ou via des channels et qui a donné un sérieux coup de vieux au mail. Une panne à grande échelle, pour le moins ennuyeuse, on peut le dire, alors que de nombreux télétravailleurs reprenaient le chemin du salon pour travailler. Mi-décembre, c'était la quasi-totalité des services Google qui étaient hors service d'une heure et demie en milieu de journée. Du stress, presque le drame, j'ai envie de vous dire. C'est un drame. Ah oui. Enfin, un drame pour qui? Ça a été un drame pour vous? Parce que moi, je l'ai pas senti. Non. À la vous exagérez. C'est ça. Pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question comment travailler quand la technologie ne suit plus. J'en suis arrivée à me poser cette question existentielle. Comment faisions-nous avant? Moi, j'ai connu cette période, je tiens à le préciser quand même. Alors, la vie de bureau, avant Internet, c'était comment? C'était carnet à spirale, c'est ce que vous allez expliquer. Vous avez un peu enquêté, parce que vous n'avez pas vraiment connu cette période. Non. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 45-50 ans, a priori, ne peuvent pas connaître. Donc oui, j'ai enquêté. Des témoignages auprès de mes aînés, témoignages avec une petite pointe de nostalgie, parfois. En tout cas, je vous propose de replonger dans une époque où Google, Wikipédia, Facebook ou encore Twitter n'existaient pas. C'est le drame des étudiants. Donc il est 9h, nous sommes en 1997. Et vous venez d'arriver au bureau? Eh oui, et à la bonne heure. Je dis 97, ça peut être 96. Ou 96, ou même 87. Pas de boîte mail à consulter ni à trier, oui. Mais en revanche, vous interrogez votre répondeur téléphonique. Ce téléphone fixe qui trône sur votre bureau, vous le savez, à côté de votre Rodolex ou de votre tampon dateur. Attendez, Rodolex, il faut quand même dire. Pour les plus jeunes, je ne savais pas ce que c'était personnellement. C'est un classeur monté sur socle. Voilà, vous avez une sorte de... Et qui tourne. D'adresse. Voilà. Vous faites des petites fiches sur lesquelles vous inscrivez les contacts de vos clients, de vos collègues, des personnes que vous avez rencontrées. Vous
pouvez aussi avoir des petites fiches où vous glissez les cartes de visite. Vous avez aussi le petit éphéméride plastique avec un petit bouton poussoir qui se levait et on faisait bouger le curseur de la lettre A à la lettre Z. Et quand on se mettait sur Z, on avait son fichier sur Z. C'était le répertoire. C'était donc le répertoire, mais un petit peu amélioré. 0.0, c'est 0.0. C'était le répertoire avec ses doigts. Effectivement, c'est comme ça qu'on faisait. En tout cas, le téléphone avait une place centrale. C'était votre moyen de communication avec l'extérieur le plus rapide quasiment et privilégié. Vous téléphonez beaucoup. Vous êtes même obligé de répondre. Oui, parce que le numéro de votre interlocuteur ne s'affiche pas. Pour joindre des prospects, vous sortez l'annuaire. Parfois, il vous arrive même de pianoter sur le Minitel de votre entreprise. Et là, c'est un peu votre grande fierté. Un renseignement, une question à poser, vous levez pour aller vous demander à votre collègue. C'est exactement ça. Vous n'envoyez pas de SMS. Ouais. Ou alors on crie un peu parce qu'il fallait parfois parler très fort, c'est vrai. Et on a oublié tout ça finalement. Un petit rendez-vous à l'extérieur, rendez-vous professionnel. Vous connaissez pas le chemin, vous sortez la carte routière, la bonne vieille carte routière. Ou vous cherchez le plan de la ville. Oui, mais personne pour vous dire si vous allez avoir des bouchons, si vous allez arriver à l'heure, vous croisez un petit peu les doigts. La pause déjeuner, une info pour gérer un dossier. Et là, vous vous aventurez aux archives, une grande salle aveugle où se dressent des étagères pleines à craquer de chemises cartonnées, remplies de papier, des tonnes et des tonnes de papier que de pauvres stagiaires ont eu bien du mal à classer l'été dernier. Puis en réunion, vous dessinez sur un carnet pour tuer le temps. Vous vous évadez parfois, vous vous challengez sur Excel, donc informatique. Oui, c'est le début d'Excel. Ouais, début d'Excel ou une petite partie de solitaire, voire un petit dessin sur Paint éventuellement pour les artistes dans l'âme. Kylian, notre réalisateur, doit certainement savoir de quoi je parle. C'est intéressant parce que là, vous nous faites rentrer doucement dans le début de l'informatique, c'est-à-dire qu'on est à cheval entre la préhistoire et le moment où on va commencer à avoir des outils. Puis 18h30, à un moment donné, il faut quand même plier les trombones, la graffeuse. Et puis le Rodoflex, on le range, c'est fin de journée là. C'est fin de journée, ça se termine. Et comme vous n'avez et là, on n'est plus connecté, ni portable, et oui, passer les murs de l'entreprise, tout s'arrête. Vous pouvez rentrer tranquillement chez vous sans avoir un petit SMS de votre patron qui vous demande où en est tel ou tel dossier. Bon, clairement, si aujourd'hui vous vous évadez au travail et que vous travaillez en vacances, avant c'était l'inverse. Donc est-ce que c'était mieux avant ? Je ne sais pas. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Ouais. En tout cas, je trouve que ça interroge énormément sur notre hyperconnexion. Voilà, et sur le rapport aussi qu'on avait les uns avec les autres et puis avec nos collègues surtout. Ouais, ça nous interroge. Peut-être un peu plus de rapport humain. Ouais, ça nous interroge aussi sur la place qu'occupe le travail dans une journée, puisqu'en fait le travail est partout, tout le temps, grâce au smartphone ou à cause. Alors que là, à 18h30, on avait travaillé peut-être plus en termes de temps horaire, mais le soir, on était moins lié à son travail. Plus en famille. C'est un vrai sujet. De toute façon, on ne peut pas lutter contre la technologie. Elle est là, on a tous nos smartphones sur le plateau. Sauf grosse panne. Et puis Sauf une grosse panne où effectivement, il faudra revenir au Rodoflex. Je garde ce mot, ça sera le mot du jour, Rodoflex. Merci Fanny pour cette pause café. Merci. On se retrouve dans quelques instants, on fait une petite pause et on va s'intéresser dans le cercle RH, notre débat, à la place des femmes dans les sociétés, celle du CAC 40, dans les conseils d'administration, dans les COMEX. Évidemment, des choses ont avancé depuis la loi de 2011, la loi Copé-Zimmermann, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il n'y a pas une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. On en parle avec des spécialistes, c'est dans quelques instants. Restez avec nous. Le cercle RH, notre débat quotidien, on a parlé de la charge mentale sur les épaules des femmes au début de notre émission, c'est un vrai sujet. Et là, on s'intéresse à leur place des femmes, bien entendu, vous l'aurez compris, au sein des conseils d'administration, des COMEX et à la tête des grandes entreprises. Alors, du chemin a été fait depuis 2011, c'est la loi Zimmermann-Copé, on va en parler, mais il reste encore un peu de route parce que c'est vrai que quand on analyse les entreprises du CAC 40, aujourd'hui, depuis février dernier en tout cas, il n'y a plus une femme à la tête du CAC 40, ce sont des hommes. Alors, il y a du mieux dans les conseils d'administration, il y a du mieux dans les conseils de surveillance. Du chemin a été parcouru, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des femmes sont un peu victimes du plafond de verre parce que les recrutements, la manière dont les hommes recrutent, les cabinets de recrutement, la manière dont finalement les hommes se cooptent entre eux, c'est un vrai sujet et on va en parler. Je parlais de la loi Zimmermann, mais nous avons Marie-Jo Zimmermann sur le plateau. Bonjour, je suis ravi de vous revoir. Moi aussi. Parce qu'on a fait beaucoup d'émissions dans une autre vie sur ce sujet. Alors, ancienne députée, ancienne présidente de la Commission des droits des femmes à l'Assemblée nationale,
nationale, présidente de l'Observatoire de la parité. C'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps et vous êtes à l'origine de cette loi qui a été baptisée la loi Zimmermann-Copé, votée en 2011. Alors, on y reviendra parce que c'est une loi évolutive. Vous n'imposiez rien dès 2011. On passait en 2014, puis en 2017 où il fallait 40%. Nous sommes en 2021, voilà, 10 ans. On va faire le point avec vous, c'est l'occasion de faire un bilan. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bénédicte Baillet est avec nous, elle est en visio et on la remercie. Vous êtes la DRH du groupe Legrand. Alors Legrand, c'est le matériel électrique que tout le monde connaît quand on appuie sur les boutons, voilà, nos boutons poussoirs. Et vous avez le label Guise, c'est intéressant, vous êtes la DRH de chez Legrand. On reviendra sur votre parcours parce que vous aussi, vous avez un parcours, madame, si je peux me permettre, assez original, parce que vous étiez une juriste d'entreprise et puis vous avez progressé au sein de l'entreprise pour intégrer, arrêtez si je me trompe, intégrer le COMEX. Vous êtes aujourd'hui membre du COMEX. Absolument. Bonjour. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Et puis Christina Lunghi, alors vous connaissez bien avec Marie-Jo Zimmermann, Christina, parce que vous êtes la présidente et fondatrice d'Arborus et du label Guise. On dit bien Guise, hein? Guise, du label Guise. Ce label, eh bien, l'entreprise Legrand l'a acquis. On reviendra sur la manière dont vous labellisez. Vous êtes très impliqué sur ces questions d'égalité parce que vous étiez aux côtés de Nicole Hamelin, qui était la ministre en charge de cette question d'égalité homme-femme dès 2005. Et puis vous avez travaillé évidemment tout au long de ces années sur cette égalité. Vous en sortez d'ailleurs un livre, plaidoyer pour l'égalité année zéro. Année zéro, c'est angoissant ce que vous nous dites dans ce titre. Année zéro, ça c'est chez L'Harmattan, c'est votre livre qui fait un point et puis qui est traversé évidemment par votre expérience. D'abord, Marie-Jo Zimmermann, c'est important parce qu'il s'est écoulé 10 ans. Il y a 10 ans, nous étions ensemble, on faisait cette émission pour dire c'est une loi importante qui va transformer ces conseils d'administration qui sont souvent des hommes de 45 ans au costume gris et aux cheveux gris pour certains d'entre eux. Ça a changé ou pas? Oui, ça a changé. Et je dirais que 10 ans après, je suis très heureuse de m'être battue pour avoir cette loi, parce que c'est vrai que nous avons fait des émissions ensemble et à l'époque, c'était pas acquis. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il y a 10 ans? J'ai l'impression que c'était hier, il y a 10 ans, mais pourquoi ça ne marchait pas? Les hommes se cabraient que, si vous voulez, on était quelques années après une loi qui a toujours été très importante pour moi, qui était la loi Génisson, sur l'égalité. Catherine Génisson, députée socialiste du Nord. Absolument, et je lui ai succédé à l'Observatoire de la parité. Et puis, Catherine Génisson, j'avais beaucoup travaillé avec elle sur la loi d'égalité professionnelle, et je m'étais rendu compte que, d'abord, faire appliquer la loi sur l'égalité professionnelle, ce n'était pas du tout évident à l'époque. Et pour moi, ce qui était important, il y avait deux choses dans cette loi Copé-Zimmermann. C'était d'abord faire rentrer des femmes qui, pour moi, étaient compétentes, ce qui n'était pas évident à prouver. Parce qu'à l'époque, les chasseurs de tête, c'était une horreur. On en revient bien au cabinet de recrutement. Absolument. C'était terrible. Moi, j'ai eu des débats avec des chasseurs de tête qui me disaient « Mais enfin, écoutez, les femmes, on n'en trouve pas. » On n'en trouve pas. Voilà. On l'entendait en politique aussi, si je peux me permettre. C'est-à-dire que j'étais tellement impliqué également sur ce sujet politique où, de toute façon... Des femmes, il n'y en a pas. On ne pouvait pas rentrer en politique. Voilà, c'était... voilà. Et je dis toujours que moi, j'ai été un accident de l'histoire parce que c'est grâce au fait que celui dont j'étais la suppléante a été annulé, que malheureusement j'ai été obligée de devenir députée. Voilà. Ouais. Et j'ai été élue. Et vous avez été élue, voilà. Absolument. Mais qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque et qu'aujourd'hui les choses ont évolué? C'est parce que la société bouge, parce que les femmes ont pris leur destin en main, parce que des lois ont été votées. Rien n'existerait sans un cadre législatif. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'effectivement, à un moment donné, je dirais, les femmes se sont prises en main. Et elles ont quelque part... elles se sont accaparées de la loi. Et ça a été quelque chose pour moi d'extraordinaire. J'ai été poussée et soutenue par la fameuse association Les Grandes Écoles au féminin, qui m'avait démontré, quand j'intervenais à Polytechnique, quand j'intervenais à l'ENSAM, je me souviens que ces femmes m'avaient dit, vous voyez, on est sorti dans la botte de notre école et aujourd'hui, vous voyez, entre 40 la botte, et 50... c'est les meilleurs, c'est le classement des 5 premiers, c'est comme à l'ENA. Voilà. Et on est aujourd'hui, entre 40 et 55 ans, complètement largués. Alors que nos collègues qui étaient loin derrière nous ont doublé. Les PDG, etc. Donc tout ça, ça m'avait interpellée et
C'est la raison pour laquelle j'ai défendu d'abord cette idée que des femmes compétentes, il y en avait. Deuxièmement, des femmes compétentes, il fallait les intégrer dans le cœur battant d'une entreprise qui était le conseil d'administration. Bien sûr. Et puis, troisième autre point qui a toujours été extrêmement important, et c'est l'aspect, je dirais, qui aujourd'hui, disons, est à revoir complètement. Comme on n'arrivait pas à casser le plafond de verre, je me disais qu'en les mettant au conseil d'administration, on était obligé de les mettre dans les CODIR et les COMEX. Exactement. Et à ce moment-là, agir sur on allait fissurer le plafond de verre. Je donne juste la parole à Bénédicte Baillet, DRH du groupe Legrand, parce qu'elle nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est une femme très occupée. Je rappelle votre parcours, juriste dans l'entreprise. Vous avez fait une grande école de commerce et vous êtes aujourd'hui au COMEX. Il y a de la fierté, il y a quoi? Il y a eu du combat, il y a eu de la pugnacité. Comment on fait, parce qu'il y a un vrai débat chez les femmes de votre profil, d'accéder au COMEX? Le COMEX, c'est aussi le sein des seins de l'entreprise. On y prend les décisions importantes. Ouais, c'est un mélange, je rejoins ce qu'a dit Madame Zimmermann. C'est-à-dire c'est un mélange d'opportunités. Comme elle, j'ai eu la chance de me voir offrir une nomination au comité de direction. Donc à l'époque, j'étais directrice juridique. Et puis aussi une volonté d'y arriver. Si la première raison parfois d'absence de nomination des femmes, c'est le découragement des femmes elles-mêmes. Donc ça c'est vrai qu'il faut y croire. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc j'étais en cabinet d'avocat, ma responsable qui était une associée, il y en avait assez peu à l'époque, était donc une femme. Et c'est vrai que c'est là où on voit l'importance d'avoir des femmes à ce type de poste de direction dans les entreprises, dans les conseils d'administration. Ça donne envie aux jeunes femmes d'y arriver et ça leur montre que c'est possible surtout. Ça leur montre que c'est possible de progresser, ça leur montre que c'est possible de concilier vie familiale et vie professionnelle. Et ça, c'est très important. Mais oui. D'ailleurs, précisons que Legrand, si je peux me permettre, puisque je connais vos produits comme bricoleur, c'est un milieu d'hommes, quand même, le milieu comme ça du monde électrique. Vous êtes retrouvés comme ça parmi des techniciens, des ingénieurs, des gens qui font des boutons, de l'électrique et du connecté. C'est pas si simple. Oui, absolument. C'est vrai que chez Legrand, il y a une majorité d'hommes, en particulier dans les postes de direction, mais ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Quand je suis entrée au comité de direction, il y avait pas de femmes. Aujourd'hui, nous sommes 3, donc un tiers de femmes au comité de direction. On a près de la moitié de femmes au conseil d'administration et avant 2010, il n'y en avait pas. Donc on voit que ça évolue. Juste d'un mot, Christian Lunghi, restez avec nous, Bénédicte Baillet, bien entendu, parce qu'on voit qu'il y a un mélange de bataille, de pugnacité, mais aussi de confiance liée à une loi qui dit, après tout, cette loi nous permet de le faire, donc voilà, je vais y aller parce que j'y crois. Christina Lunghi, plaidoyer pour l'égalité année zéro, parce que vous venez de me l'apporter, ce livre, je ne l'avais pas vu, année zéro, je me dis, mais il s'est quand même passé des choses. Première question, est-ce que la politique de quotas, parce que c'est de ça dont il est question, des quotas évolutifs au sein des conseils d'administration, était de la bonne politique? Le mot quota en France est un mot qui est souvent critiqué, puisqu'on dit que c'est le modèle anglo-saxon, que les quotas, ça ne marche pas. Est-ce que ça marche, les quotas? Alors, les quotas, ça marche très bien, puisqu'on voit bien qu'on était bon dernier au niveau européen avant la loi de Marie-Jo Zimmermann, et on est aujourd'hui premier. Donc, je pense qu'on a la démonstration par l'exemple. Aujourd'hui, c'est 40%, le chiffre, c'est à partir depuis 2017, normalement. On est à 44%. On est à 44%, et c'était 40. On est à 46. 46 au FBF. Alors qu'en 2010, on était à 12. À 12. Voilà. Alors, vous disiez, les quotas ont mauvaise presse. Oui, on n'aime pas le mot quota. C'est et un dans mot, les entreprises, c'est vrai qu'on l'aime pas. Moi, j'ai créé à l'époque pour le cabinet de Madame Ameline un label pour la France que j'ai transposé de façon beaucoup plus universelle et structurée au niveau international. Et c'est le fameux label GIZ dont le groupe Legrand vient d'être... un label, ça veut dire qu'ils se sont pliés à des règles précises. Ils ont suivi un référentiel extrêmement précis, très structurant, et qu'ils ont été audités par des auditeurs de chez Bureau Veritas Certification, qui est le leader mondial de la certification, donc des gens très sérieux. Et ils ont donc obtenu, juste avant Noël, cette certification. Et là, on ne va pas parler de quotas, mais on va toujours parler d'effet de seuil, c'est-à-dire on va dire
On va mettre ce qu'on appelle des KPI, on va dire on veut tant de femmes à horizon de temps. Sur tel niveau de responsabilité, c'est ça. Sur les COMEX. Sur la mixité des métiers. Par exemple, nous avons lancé... Oui, vous rentrez à ce niveau de détail-là, vous ne restez pas que sur les postes. C'est important, il faut que ça parte du bas. Bien sûr, parce qu'on a la loi qui est un cadre général, mais après, on va aller au-delà de la loi, en France, mais partout dans le monde, avec cette certification internationale. GIZ, non mais j'aurais quand même bien le dire, parce que le grand GIZ. Marie-Jo Zimmermann, j'ai lu un chiffre assez incroyable. D'abord, je le redis, dans les boîtes du CAC 40, les grandes entreprises françaises, à part Isabelle Koller qui a quitté son poste, c'était la seule femme à diriger une entreprise du CAC, qui était Engie. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et j'ai vu, c'est très intéressant pour ceux qui boursicotent et qui jouent en bourse, si on avait investi en bourse sur le CAC entre 2007 et 2019, on a perdu 14% de son portefeuille, ou 17%. Si on a investi sur le CAC 60 où il y a des femmes, on a gagné 134%. Enfin, qu'est-ce qu'elles apportent, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles disent dans l'entreprise? Parce qu'on voit bien que l'entreprise va mieux quand il y a des femmes qui dirigent ou qui co-dirigent. C'est ça. Mais si vous voulez, moi c'est la certitude que j'avais. Quand j'ai voulu légiférer, et j'avais été en Norvège à l'époque. Et en Norvège, le ministre qui avait légiféré m'avait expliqué, m'avait dit, vous savez, les groupes d'hommes, comme il disait les clubs d'hommes. Il y en a des clubs d'hommes d'ailleurs, voilà. C'est vrai. Mais absolument, non mais ça ne me dérange pas. Il y en a pas mal. Sauf que, si vous voulez, je crois que l'univers n'est pas constitué que d'hommes. Il y a des femmes, il y a des hommes. Chacun a ses compétences. Il doit apporter. Et il doit y avoir une complémentarité au départ. Et je crois que ce qu'il y a eu, et ça aujourd'hui, je dirais après 3 ans d'application de la loi sur les 40%. À partir de 2017, qui est... À partir de 2017, absolument, parce que en plus, pour pas bousculer vraiment le système, il y avait un calendrier évolutif. Il y avait 2014, 2017. Et à ce moment-là, moi, je crois qu'aujourd'hui, lorsque on lit un petit peu les rapports des conseils d'administration, on sent que les femmes apportent leur expertise, posent des questions, et très souvent, on a changé le mode de fonctionnement des conseils d'administration, à un tel point que même certaines entreprises qui n'avaient pas 40% de femmes commencent de plus en plus, parce que si au départ on s'est focalisé sur le CAC 40 et le SBF 120, pour moi l'essentiel c'était que ça ruisselle sur l'ensemble des. C'est ce que dit Christian Lingui. C'est ça. Et à ce moment-là, je suis aujourd'hui convaincue que le fait d'avoir fait rentrer des femmes, on a changé, je dirais, le mode de fonctionnement des conseils d'administration, et on a déjà des résultats sur l'ensemble. Ben oui. Absolument. Mais Bénédicte. Et d'ailleurs, vous le dites très bien. Bénédicte Baillet, juste. C'est un peu sociologique ce que je vous demande. Vous avez grandi dans l'entreprise, vous avez évolué pour atteindre ce niveau de responsabilité. Vous êtes aujourd'hui la DRH d'un groupe international. Qu'est-ce que vous apportez? C'est compliqué comme question à vous poser comme ça, droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter au-delà du fait qu'il y ait des quotas, qu'il faille mettre des femmes? Qu'est-ce que vous leur apportez chez Legrand? Nous, on croit fondamentalement, effectivement, à toute la richesse que peut apporter la diversité dans l'entreprise. Vous l'avez mentionné tout à l'heure en introduction, un de nos produits emblématiques, c'est l'interrupteur sur lequel vous appuyez pour allumer la lumière. Oui. Cet interrupteur, il est utilisé la moitié du temps par des hommes, la moitié du temps par des femmes. Si vous n'avez que des hommes dans l'entreprise qui conçoivent ce produit, qui pensent à ce produit, qui sont là pour le vendre, vous vous privez de la moitié de vos utilisateurs finaux. Alors c'est vrai qu'entre les deux, il y a des électriciens où là il y a peut-être plus d'hommes, donc notre chaîne de distribution est plus masculine que féminine, mais à la fin notre utilisateur final, la moitié du temps c'est une femme. Donc on pense vraiment utile à tout niveau dans l'entreprise de féminiser les postes d'encadrement, les postes de direction. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que le débat s'arrête au conseil d'administration et au comité de direction. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Donc, c'est ce qui nous intéressait, nous, dans le label GIZ. C'est le fait de se mesurer
par rapport à la présence des femmes dans l'ensemble des niveaux de la société. Bénédicte, vous faites bien de le dire parce qu'il y a eu souvent des critiques sur l'idée que tout ça était un peu un gadget, qu'on mettait quelques femmes dans un conseil d'administration puis que tout le monde pouvait dormir en paix. Non, vous dites on va plus loin, il faut que dans des postes de cadres intermédiaires, de managers, il y ait, c'est la démarche de Christina. Quand même, sur le fond, je vous pose la question rapidement, Bénédicte, et je donne la parole à mes deux invités en plateau, mais je vous la pose abruptement. Il n'y a pas de femme à la tête d'une entreprise du CAC aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, vous qui finalement observez, avez progressé, apporté votre pierre à l'édifice? Comment vous l'expliquez? C'est quand même le dernier plafond de verre à briser, ça. Oui, absolument, mais ce n'est pas propre aux entreprises du CAC 40. Je pense que c'est également le cas en politique. On a eu pour la première fois une femme vice-présidente des États-Unis. Ça pose tout autant des questions. On va y arriver. Il faut changer les mentalités. C'est un changement de culture, à la fois chez les candidates, parce qu'on l'a dit. Souvent, elles s'arrêtent avant la dernière marche parce qu'elles se pensent pas forcément capables. Et puis évidemment, chez les recruteurs qui restent des hommes. Et la tendance, c'est de recruter ses semblables. Mais de par ces changements de culture, le fait qu'on voit de plus en plus de femmes à différents postes de responsabilité, on pense que bientôt les changements arriveront. Ça avance. C'est l'endogamie, on appelle ça l'endogamie, c'est-à-dire qu'effectivement les cabinets de recrutement se fréquentent, sont parfois dans les mêmes clubs, et donc il y a une forme de cooptation assez mécanique. C'est intéressant quand même l'idée que l'entreprise du CAC 40, qui est un peu le prestige des 40 plus grosses entreprises, il n'y a pas de femmes. Est-ce que ça c'est un combat que vous menez, où vous dites mon combat est ailleurs, je travaille d'abord à structurer des bases d'entreprises fortes avec des femmes pour qu'ensuite ça monte? Parce que là évidemment avoir encore une fois un symbole peut cacher la réalité. Mais vous résumez parfaitement l'approche du GIZ, du label GIZ, qui est une approche structurante, et on prépare effectivement ce qu'on appelle les channels pour que les femmes puissent monter en compétences. Et surtout, dans notre label, qui est un label international, et donc il y a une vocation véritablement de porter nos valeurs, je dirais françaises, mais aussi européennes, un petit peu partout dans le monde, nous avons vraiment un regard extrêmement précis sur la culture. Et on a un critère de labellisation sur la culture de l'entreprise qui doit changer. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que tant que, et Bénédicte l'a très bien exprimé, tant que les femmes, bien sûr, n'oseront pas se positionner, mais que les hommes leur feront barrage quand même encore. Ouais, vous dites ça quand même. C'est qu'il y a quand même un petit... Mais bien sûr. On n'a pas très envie comme ça. Bon, on l'aime bien, mais il ne faut pas non plus qu'elle exagère. C'est normal. Vous êtes à un poste... C'est de la concurrence. Vous n'avez pas envie de céder votre place. Donc, il y a vraiment un sujet culturel qui va très loin, qui est un sujet de gouvernance, où on va se poser la question de comment pourrait-on gérer mieux le monde pour qu'il soit plus soutenable. On a un grand enjeu, l'intelligence artificielle. Nous avons lancé avec Cédric O et le groupe Orange. Qui est le secrétaire d'État en charge de ces questions. Exactement. Nous avons lancé donc, malgré le Covid et malgré la crise, nous avons lancé une charte internationale pour l'intelligence artificielle inclusive, justement parce qu'on se dit on a fait des progrès, on a la loi de Marie-Josée Merman, on a notre label, on a plein de choses. Il ne faudrait pas que les algorithmes viennent détruire tout le travail que font les ressources humaines. D'ailleurs, pendant que nous y sommes, puisque ça a dû interpeller Bénédicte Baillet, mais Marie-Josée Merman, vous avez vu qu'Amazon s'était trompé dans son algorithme. Ils se sont aperçus en fait que l'ordinateur, ce qu'on avait rentré dans le cerveau de cette grosse machine, éliminait les femmes. Absolument. Donc c'est hallucinant. Mais il n'y a pas qu'Amazon. Et il n'y a pas qu'Amazon. Google. Mais vous vous rendez compte, donc la machine est un peu misogyne. Ah ben tout à fait. Parce que c'est un homme qui la fabrique. Bah oui, c'est ça. Je ne dirais pas que c'est ça, mais enfin bon. La machine n'existe pas comme ça en soi. C'est le prolongement des inégalités culturelles et sociales et des biais cognitifs des gens. Mais et d'ailleurs, dans la loi Copé-Zimmermann, il y a toujours un article, et je déplore qu'on ne le mette pas suffisamment en avant. On parle des quotas, mais on ne parle jamais de l'article 8 qui demandait à tous les conseils d'administration, une fois par an, de faire un rapport sur la politique d'égalité, où automatiquement on renvoyait. Donc ça revient. Ça revient. On en est où dans la boîte, quoi? Comment on fait? On en est où dans la boîte? Et voilà. C'est, je dirais, l'application, elle a été faite avec déjà le label, parce que au départ, quand on légifère, c'est sur le label, c'est sur la loi Génisson, qui était le rapport de situation comparée. Exactement. Il y avait une logique pour moi. La logique. Mais ça, c'est pas fait, ça, aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de tableau de bord qui permet de vérifier si on fait le problème, alors à part une guise. Je veux pas faire, de critiques systématiques, mais heureusement qu'on a eu à la fois le label d'égalité,
heureusement qu'on a eu le nouveau label GIZ, parce que... GIZ, hein GIZ, ouais, vous le dites bien, Marie-Jo, c'est très bien. Parce que, je vais vous dire, à force de travailler avec Christina, voilà. on n'a pas le droit de pas... bien sûr, c'est évident. Mais, si vous voulez, le problème, c'est que je pense que là aussi, il y a cette complémentarité au sein du conseil d'administration de bien faire prendre conscience. Et c'est là aussi, alors ça n'a pas toujours été réussi, hein, je le reconnais, c'est que les femmes qui sont au conseil d'administration soient conscientes que il y a certes leur présence, mais il y a aussi la responsabilité qu'elles ont de faire travailler sur la politique d'égalité. Oui, elles sont actrices aussi et militantes. Juste Bénédicte, je ne vous ai pas demandé, je ne veux pas vous challenger, vous êtes membre du COMEX, donc vous participez aux décisions stratégiques de l'entreprise, opérationnelles. Le conseil de surveillance, je n'ai pas vu comment était structuré le grand. Il y a des femmes, j'imagine aussi, les femmes sont présentes au conseil de surveillance, elles touchent, rappelons-le, des jetons de présence quand on est au conseil de surveillance. Oui, alors nous, on a un conseil d'administration, mais effectivement, nous avons 45% de femmes au conseil d'administration. Alors, ce sont des personnalités extérieures, des administratrices indépendantes, et elles touchent effectivement des jetons de présence. Donc ça, c'est important de le signaler. Nous avons, je ne l'ai pas mentionné, mais également notre présidente, c'est très important, du conseil d'administration, qui est une femme. Elle fait partie des rares femmes présidentes du conseil d'administration. Oui, ça, je l'avais vu, effectivement, fait partie des rares personnes qui dirigent un conseil d'administration. Marie-Jo Zimmermann, il y a un autre débat, on n'aura pas le temps de l'ouvrir, mais ça va vous intéresser. À l'intérieur de ces conseils d'administration, tout ça est un peu technique, il y a les conseils de rémunération. Tout à fait. Je voulais juste qu'on en dise un mot, parce que c'est le nerf de la guerre. On a créé un conseil des rémunérations pour pas que le conseil d'administration s'auto-augmente. Là aussi, il y a beaucoup de femmes, parce que les femmes ont leur mot à dire sur les rémunérations. Elles commencent tout doucement à arriver. Mais ça, dès 2015-2016... sensible le sujet. Très sensible. Celle qui m'avait beaucoup interpellée là-dessus, c'était Véronique Morali à l'époque, qui était au Women's Forum. Absolument. Et qui m'avait dit, attention Marie-Jo, il y a le CA, c'est vrai, oui, mais il y a tous les comités qui, aujourd'hui, qui gravitent autour, génèrent vraiment les vraies questions. Mais les rémunérations. C'est ça. C'est-à-dire, et c'est pour ça que ce que je disais, c'est ce qui a mais il y a une importance fondamentale, je dirais, dans l'application de cette loi, c'est que on a toujours travaillé main dans la main avec, à la fois, comme Christina Longhi, des femmes et des hommes qui avaient le souci de cette politique d'égalité, et puis des femmes comme Floriane de Saint-Pierre, qui a très souvent, Éthique et Board, qui m'a très souvent fait des statistiques, tout simplement parce que elle était convaincue que c'est avec une base de statistiques qu'on arrivait à vraiment donner la vraie politique. L'émission se termine. Christina Longhi, je vous donne la parole. Juste d'un mot, Bénédicte Layé. Est-ce que l'entreprise a amélioré ses performances depuis que vous avez des femmes au conseil d'administration et depuis que vous avez des membres éminents comme vous au COMEX? Est-ce que l'entreprise se dit c'est bon aussi pour les profits de notre entreprise? La performance financière continue d'être bonne, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça accompagne également l'amélioration de la performance extra-financière qu'on mesure tous les ans, toute notre politique RSE, et on considère qu'effectivement la présence des femmes y a fortement contribué. Donc ça, c'est important, l'extra-financier. Ça veut dire que les notations tiennent compte évidemment de l'attitude d'une entreprise à l'égard de sa diversité, de ses minorités, et en particulier des femmes que vous représentiez aujourd'hui. C'est un vrai plaisir, Bénédicte Baillet, de vous avoir accueilli en visio avec ce beau décor derrière vous, futuriste. Merci, présidente. Vous êtes la DRH du groupe Legrand. Et je voulais donner la parole à Christina Longhi, label GIZ, je pense l'avoir bien dit, qui se projette, qui a démarré en France, qui est à l'international. Est-ce que vous faites des petits à l'étranger? Est-ce qu'on vous regarde bizarrement, ou est-ce que dans certains pays, vous réussissez à imposer ce label? Les entreprises commencent à s'ouvrir à notre label. Alors, on ne l'impose pas, mais on nous le demande. Donc, je préfère beaucoup plus cette approche. Des pays d'Europe, des pays... On a l'Italie, l'Espagne, on a Dubaï, on a la Tunisie, on a des pays d'Amérique latine. On commence les États-Unis d'Amérique nous demandent d'avoir un label pour leur propre territoire, leur propre périmètre. Et nous venons, juste avant Noël, juste avant le groupe Legrand, nous avons labellisé la police de Dubaï. J'y vois là un symbole extrêmement puissant de ce changement culturel nécessaire si on veut que le monde aille mieux. Et c'est ça que nous voulons. GIZ, le label GIZ, labellisé, notamment l'entreprise Legrand, ça c'est très récent. On a vu que cette entreprise était une entreprise bonne élève sur ces questions. Je remercie Marie-Jo Zimmermann d'être venue faire un détour par notre plateau. C'était un plaisir de vous revoir.
Merci à Christina Lunghi. Plaidoyer pour l'égalité année zéro. Il faut lire le livre parce que le titre, on se dit qu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé plein de choses. Au contraire, c'est pour dire qu'on devrait faire l'année zéro avec l'égalité. On redémarre un nouveau cycle. D'accord, mais ça permet d'expliciter le titre. C'est sorti chez L'Harmattan et Bénédicte Baillet du groupe Legrand DRH. Merci à vous trois, mesdames, pour cette bien belle émission. Ça se termine, pas tout à fait. Fenêtre sur l'emploi. On va accueillir en visio quelqu'un qui s'occupe des métiers de la mode parce qu'on est entreprise emploi RH et ce sont des secteurs en tension qui recrutent, qui ont besoin de nouvelles petites mains. Vous savez, dans les salons de couture, dans les ateliers, c'est des métiers qui disparaissent. Il faut impérativement que ces métiers restent ici en France. On l'accueille dans quelques secondes après ce jingle. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi. Nous allons avoir notre invité dans quelques instants en visio, comme on dit. On va découvrir tout de suite sa campagne. Marc Pradal, il va être avec nous. Il est le président de l'Union française des industries de mode et d'habillement et membre du CSF Mode et Luxe. C'est une campagne, vous allez voir, un peu luxueuse forcément, puisqu'il présente des métiers de la mode et du luxe. Regardez ces images, ça va peut-être vous donner envie d'entrer, d'embrasser la carrière. Ce sont de très beaux métiers, regardez. Alors, c'était très beau, en tout cas pour le début. Il y a du son, il y a des images normalement, mais on va les voir, ces images, parce que c'est aussi l'occasion de donner la parole à des professionnels, à des chefs d'entreprise. Est-ce que Marc Pradal est avec nous ? Est-ce qu'on peut échanger avec Marc Pradal ? Non, on ne peut pas échanger avec Marc Pradal. Oui, Marc Pradal nous entend. Comment allez-vous ? Oui. Très bien, bonjour. Écoutez, on a essayé de voir ce clip de très belle qualité. Marc Pradal, je rappelle que vous êtes président de l'Union française des industries de mode et d'habillement, membre du CSF Mode et Luxe. Ça, je dirais que c'est votre casquette presque politique, de militant de la cause. Mais vous êtes chef d'entreprise, vous faites du Made in France, vous faites des vêtements professionnels, et c'est important de le dire. Et vous avez une entreprise en Normandie avec des couturières qui font du Made in France. Vous y êtes attaché. Marc Pradal, je vous pose la question directement. Il y a des emplois à prendre dans ce secteur de la mode et du luxe. Vous lancez pour la 2e année consécutive une campagne sur les réseaux sociaux. Est-ce que Marc Pradal m'entend ? Oui, tout à fait, je vous entends. Vous me voyez ? Est-ce qu'il y a, très très bien, je trouve formidable. Est-ce qu'il y a des emplois ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un secteur qui crée de l'emploi ? Oui, tout à fait. Nous avions lancé notre campagne il y a 1 an et demi parce que nous avions beaucoup de demandes. Aujourd'hui, évidemment, avec la crise sanitaire, c'est un petit peu plus délicat, mais nous avons toujours des besoins forts pour ces métiers de manœuvre, de savoir-faire, en fait. Marc, c'est de l'ordre nous avons 80 métiers dans toutes nos branches mode et luxe. Ouais, 80 métiers, 250 formations, juste pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, parce qu'on a trop tendance à avoir expliqué que le textile était parti en Asie et qu'il n'y avait plus de métiers dans le textile, que tout ça était parti. Non, c'est pas vrai. Il y a des métiers d'art, des métiers de luxe, de couturier, des métiers à très forte technologie. C'est quoi les métiers, la palette des métiers sur lesquels il y a du recrutement ? Disons qu'on a aussi bien des métiers autour comme des joailliers, comme des couturiers, comme des responsables d'ateliers de production, des postes aussi qui sont un petit peu moins de savoir-faire, mais plus de management dans les entreprises, des responsables de bureaux d'études et des méthodes, de la recherche aussi, puisque nos métiers évoluent avec des tissus techniques, par exemple. Oui. Donc, il y a des évolutions sans cesse de nos métiers. Si je veux m'engager dans cette carrière, dans ces beaux métiers, il y a aussi l'horlogerie. Dans votre clip, il y a des horlogers, il y a ceux qui fabriquent, qui réparent des montres, et c'est un très beau métier. Si je veux m'engager dans la carrière, je fais comment, très concrètement ? Il faut aller déjà sur notre site Savoir pour faire. Il y a des offres d'emploi, mais il faut laisser vos coordonnées. On vous recontactera. Je veux vous parler aussi d'un métier, la maroquinerie, oui, qui depuis des années s'est développé, donc avec beaucoup de demandes actuellement.
La maroquinerie dans le luxe, parce que c'est vrai que, sans citer les marques, il y a quand même un leader mondial, ou deux en tout cas, qui font de la maroquinerie de très haut niveau. C'est combien d'années d'apprentissage pour devenir un vrai maroquinier qui peut apporter son savoir-faire sur une malle, un sac à main? Il faut compter... il faut compter pour les métiers les plus simples 12 mois, mais généralement il faut compter 2 ans et quelquefois beaucoup plus. Oui. Alors on a deux types d'ailleurs notre campagne est destinée à deux types de publics qui souhaiteraient nous rejoindre. D'une part les jeunes, donc à l'issue d'une formation initiale, et puis aussi toutes ces personnes qui ont rêvé de faire ces métiers, qui ont hésité à le faire. Et aujourd'hui, en formation continue, et en formation continue dans nos ateliers, nous pouvons intégrer, former pendant des mois des personnes qui ne connaissent pas nos métiers. C'est génial. Quand vous dites formation continue, qu'on soit bien clair, c'est des formations en alternance, c'est à la fois du savoir, je dirais, pédagogique, théorique, et aussi du travail en atelier, ou c'est du 100% atelier? Beaucoup autour de l'atelier, de ces savoir-faire, mais on a soit effectivement des possibilités d'alternance, d'apprentissage, donc c'est plutôt des jeunes, mais aujourd'hui ça va un petit peu plus loin au niveau de l'âge, mais surtout c'est de la formation en interne, et il y a des accompagnements d'ailleurs avec Pôle emploi, avec les organismes de formation. Donc aujourd'hui, nos entreprises sont prêtes à former des personnes qui ne connaissent pas nos savoir-faire. Alors Marc Pradal, pendant que vous parlez, on a découvert ce clip en images qui est très beau, parce que qui montre en quelque sorte la palette des métiers. Il y a combien de métiers dans le mode de la luxe? Parce que j'ai vu qu'il y avait à peu près 16 fiches métiers très précises. Il y en a beaucoup plus, j'imagine? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je vous parlais de 80 métiers. En fait, ce sont des savoir-faire très divers, très ancestraux pour certains, et avec des connaissances qui sont plus liées à la pratique de tous les jours. Et oui. Donc, on couvre quand même beaucoup de branches, mode et luxe, puisque ça va du textile, l'habillement, la couture, l'orfèvrerie, oui, la maroquinerie, la chaussure, tous ces métiers-là. Donc c'est vraiment très divers. Avant de nous quitter, j'ai deux femmes sur le plateau, la haute couture, les robes de luxe, les jolies robes. On lit de ci, de là qu'on va manquer peut-être de couturières de haut niveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'a pas de souci à se faire, ou est-ce qu'on a du souci à se faire justement? Je vais dire avec notre campagne et la mise en avant de nos savoir-faire, nous espérons pouvoir recruter des personnes, les former. C'est un long apprentissage en fait, oui. Mais c'est vrai que notre pyramide des âges fait qu'il y a beaucoup de personnes à partir depuis quelques années et à partir dans les années futures. Donc il faut que l'on puisse former assez rapidement. Pas les petites mains, les premières mains, celles qui mettent évidemment la dernière touche à ces robes magnifiques. Marc Pradal, merci. Chef d'entreprise, très engagé évidemment sur ces questions du Made in France. Je voulais quand même le préciser parce que vous êtes un chef d'entreprise engagé en France, notamment en Normandie. Président de l'Union française des industries mode, habillement, membre du CSF. Allez voir la campagne, il y a des métiers passionnants, des métiers qui sont de notre patrimoine, le patrimoine français. Merci Marc Pradal. Merci bien, au revoir. Merci à vous mesdames de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission. Vous n'en avez pas perdu une bouchée, comme on dit. C'est passionnant ces métiers de l'art. Merci à vous qui nous regardez. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Merci à notre réalisateur Kylian Soula et évidemment les collaboratrices qui gèrent le son. Je ne les oublie pas. Je serai là demain en direct comme chaque jour. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. À demain. Bonne journée.